Bon, je profite de ce jour de grève pour vous filmer du mercure. Déjà, c'est très intéressant. Le métal le plus intéressant du monde. Je sais pas si vous voyez bien. Et ceux qui sont pas en grève aujourd'hui, c'est les gens qui font des travaux dans ma rue. Donc si vous entendez du marteau-piqueur par moment, c'est à cause d'eux. Mais c'est pas grave, on va les laisser travailler. J'espère que ça gênera pas trop l'écoute de la vidéo. Bonne grève à ceux qui font la grève. Soutien à tout le monde. Et bon, j'espère que ça servira à quelque chose, même si j'ai des doutes. Notre gouvernement nous a habitués à pas trop écouter les grèves. Voilà, petit message politique d'entrée de jeu. On va parler du manga que vous voyez actuellement, qui est Dead Dead Demon Destruction. Dead Dead Demon Destruction, qu'on va abréger en 4D, ça ira plus vite pour la suite. C'est donc la dernière série en date, tiens, le marteau-piqueur. C'est donc la dernière série en date d'Inyo Asano, un auteur dont je vous avais déjà parlé lors de la vidéo sur Bonne Punpun, qui est une des vidéos les plus regardées de la chaîne, donc vous l'avez peut-être vu, qui est un de mes mangas favoris, si ce n'est mon manga favori. Ce qui ne veut pas dire qu'Inyo Asano est forcément mon mangaka favori, bien que c'est un de mes mangakas favoris. Mais je trouve que c'est plus dur de choisir un mangaka favori qu'un manga favori. Parce qu'un manga, bon, ben, c'est une œuvre précise. Là où un mangaka, forcément, sur une carrière, va y avoir des mangas qui nous plaisent plus que d'autres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, finalement, est-ce qu'un mangaka qui a fait une seule œuvre qu'on adore ne serait pas notre mangaka favori? Parce que ça veut dire qu'on aime 100% de son œuvre. Là où Inyo Asano, par exemple, j'aime pas 100% de son œuvre avec le même amour. J'ai aimé tous ses mangas, mais il y en a que je trouve moins intéressants que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve ça toujours un peu plus dur de choisir un auteur. Mais en tout cas, c'est un mangaka que j'aime vraiment beaucoup, dont certaines des œuvres, dont Bonne Punpun, j'aime vraiment énormément, qui sont devenues, je vous renvoie à la vidéo de tout ce que je disais sur Bonne Punpun, mais c'est une œuvre presque identitaire pour moi, qui a été vraiment très importante pour moi. C'est pas le cas de 4D, dont on va parler aujourd'hui, que j'ai bien aimé, mais avec plein de réserves. Je commençais la vidéo en parlant des grèves d'aujourd'hui. Alors, pour le contexte, pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, peut-être dans des mois, dans des années, que sais-je. Aujourd'hui, il y a des grèves contre la réforme des retraites, qui a été, j'allais dire, proposée par le gouvernement, qui a été imposée par le gouvernement. Mais voilà, donc il y a des grèves en France. Des grèves massives. Donc, je parlais politique, et c'est pas totalement un hasard, parce que le 4D, Dead Dead Demon, est, on va dire, l'œuvre la plus politique d'Inyo Asano. Après, il y a cette phrase connue à laquelle j'adhère, qui dit que tout est politique. Oui, d'une certaine façon, tout est politique. Mais c'est une phrase qui est peut-être un peu trop facile, parce que, par exemple, Inyo Asano, Bonne Punpun, on peut dire que c'est politique, au même titre que n'importe quelle œuvre, c'est-à-dire que rien que le choix de personnages est politique. Est-ce que vos personnages vont faire partie des dominants ou des dominés d'un point de vue social? Est-ce que la morale va les faire gagner ou perdre? Est-ce que leurs opposants seront d'une classe sociale différente ou de la même classe sociale? Tout ça, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques souvent inconscients de la part de l'auteur, et qui peuvent aussi être inconscients de la part du lecteur. C'est pas la peine d'être explicite, c'est pas la peine d'être pensé pour être politique. Là où vous posez votre point de vue en tant qu'artiste, il y a Ronnie qui passe, je vous le filme un peu pour le plaisir des yeux. Bonjour Ronnie. C'est politique. Mais c'est de la politique implicite, c'est de la politique inconsciente. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un propos réfléchi. Ça ne veut pas dire que c'est des œuvres à thèse, comme on dit, qui, dès le début, vont proposer une vision politique très précise et vont essayer de la développer, de l'argumenter. Ça va plus être de l'inconscient, ça va plus être un ressenti vis-à-vis du monde. Et le ressenti vis-à-vis du monde est politique toujours, d'une façon ou d'une autre, mais il n'est pas forcément développé. C'est pas forcément un propos, un propos réfléchi. Là où 4D l'est, et l'est même d'une certaine façon, peut-être, c'est très dur à savoir parce que je n'ai jamais rencontré Inyo Asano, il faudrait l'interviewer là-dessus, mais peut-être un peu malgré lui. C'est-à-dire que 4D, là, dont vous avez le premier tome, a été présenté par l'éditeur. Vous voyez le bandeau qui est en papier calque, donc on ne voit pas bien que c'est un bandeau, mais c'en est un. Une allégorie moderne décryptant la société japonaise post-Fukushima. Ça, c'est l'éditeur qui le dit. Donc, dès l'intro du livre, avant même qu'on l'ait ouvert, sur la couverture, on nous dit que ça va être une métaphore du Japon post-Fukushima. Fukushima, je ne sais pas si j'ai besoin de rappeler ce qui s'est passé, mais il y a eu
il y a eu un tsunami qui a provoqué un problème dans une centrale nucléaire ce problème a créé qu'à Fukushima au Japon, il y a toute une zone maintenant qui est déserte, qui n'est plus habitable. Il y a une ville fantôme qui a été complètement vidée de ses habitants parce que les taux de radiation sont très hauts. Ça renvoie à la menace nucléaire qui est très liée au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, pour des raisons évidentes. Et effectivement, 4D vu sous cet angle-là peut avoir un sens. Parce qu'en fait, 4D, hop, on ouvre direct à une page qui nous montre bien ça, raconte l'histoire d'un Japon sur lequel, quelques années avant le début du récit, est arrivé un ovni géant, juste au-dessus de Tokyo, que vous voyez là. Et cet ovni, visiblement, a eu une espèce d'accident technique, on ne sait pas trop, qui fait qu'il est en vol stationnaire au-dessus de Tokyo depuis des années, un peu en train de chuter petit à petit, mais très 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 lentement. Mais très très lentement, il perd de l'altitude. Il fait rien, il n'envoie pas des rayons ou je sais pas quoi, mais c'est une espèce de menace qui plane au-dessus de Tokyo. Depuis des années, les gens s'y sont plus ou moins habitués sans tout à fait l'oublier. C'est dur d'oublier un ovni géant au-dessus de sa ville. Il y a de temps en temps des extraterrestres qui explorent un peu la ville, qui n'ont pas l'air si hostiles que ça, mais qui se font quand même tuer en général par les humains, qui savent pas trop quoi faire de ces êtres venus d'ailleurs. Et donc, effectivement, vu sous cet angle-là, on peut se dire très facilement que c'est une métaphore du Japon par rapport à la menace nucléaire, c'est-à-dire vivre avec une menace du Japon ou même de n'importe quel pays qui a des centrales nucléaires, c'est-à-dire une menace permanente avec laquelle on a choisi de vivre et qu'on choisit à moitié d'ignorer, sans pour autant pouvoir en faire totalement abstraction. Dans ce récit, on va suivre notamment ces deux filles, Kadode et Oran, qui sont les héroïnes du récit. Et au début, dans les premiers tomes du roman, on ne sait pas trop où mène le récit. On a l'impression que c'est un peu des tranches de vie de ces deux ados et de leur état d'esprit dans ce monde qui n'est pas post-apocalyptique, qui est plutôt pré-apocalyptique. C'est-à-dire tout le monde se prépare à ce que l'OVNI s'écrase une bonne fois pour toutes. Et comme la source d'énergie de l'OVNI est démentielle, on se dit que s'il s'écrase, c'est probablement la fin du monde. Va y avoir une explosion d'une telle puissance qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. Il y a tout un tas d'intrigues de second plan politique du gouvernement américain qui essaye de s'accaparer un peu les découvertes faites autour de l'OVNI, le gouvernement japonais qui, lui, protège ce qu'il considère comme lui appartenant, et ainsi de suite. Donc tout ça, encore une fois, peut renvoyer à des intrigues politiques. Il y a des dessins très impressionnants de l'OVNI. Je trouve que ça, c'est une des grandes réussites du manga. Le gigantisme de l'OVNI et la symbolique qui représente de cette menace planant au-dessus de Tokyo est vachement bien rendue par Inyo Asano, je trouve. Donc voilà, donc la métaphore, elle est très facile à voir. Sauf que c'est là où je dis que c'est peut-être malgré Inyo Asano, cette histoire de métaphore. En fait, dans le récit, finalement, passer ce point de départ, c'est un point de départ, ce que je viens de dire. Mais tout le développement de l'histoire ne va, à mon sens, pas faire grand-chose pour renforcer la métaphore. Si vous voulez absolument lire 4D sous l'angle de c'est une métaphore de Fukushima ou de la menace nucléaire de manière globale, il y a plein de points de scénario qui vont contredire ça. Il y a un jeu, alors c'est pas la première fois qu'Inyo Asano le fait, mais en utilisant des photos retouchées. Là, c'est vraiment, vous voyez que c'est une photo noir et blanc, c'est pas un dessin qu'il a retouché évidemment, mais qui est un dessin, qui est une photo, pardon. Et donc oui, si vous lisez absolument 4D sous l'angle de la métaphore filée, il y a plein de choses qui vont contredire, qui ne colleront pas à cet angle de lecture. Donc, c'est très dur pour moi de maintenir que c'est forcément une métaphore de Fukushima. Ça, je veux bien le croire qu'au départ, ce soit ça, mais je suis pas sûr que ce soit ça tout du long. C'est peut-être l'idée de départ, oui, qui lui est venue de ça, mais le récit, en fait, devient un récit de science-fiction, et un récit, moi, qui a peiné à m'accrocher. Je trouve qu'en fait, donc la série dure 12 tomes, elle s'est terminée il n'y a pas longtemps du tout en France. Il est sorti la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je crois, le dernier tome. C'est une série qui a eu plutôt du succès, qui est la plus longue série d'Inyo Asano à ce jour, à égalité avec Pun Pun, je crois. Et c'est à égalité pure. Je sais plus Pun Pun si c'est 12 tomes ou 11 tomes. Je vérifie dans les étagères. Pun Pun, c'est 13 tomes, pardon. Donc Pun Pun reste la plus longue série. Merci Ronnie. Hop. Pun Pun reste la plus longue série, mais Dead Dead est juste derrière. Et donc c'est une série qui a reçu un accueil critique vraiment, vraiment très haut.
et un accueil notamment qui a permis en France à Inyo Asano de passer à la vitesse supérieure. Inyo Asano, grâce à cette série, a été reconnu par plein de médias mainstream hors médias manga. Et donc, ça a été une série importante pour lui, je pense. Et je pense que c'est notamment dû à ce côté métaphore politique, métaphore sociale, beaucoup de propos sur le gouvernement, tout ça. Ce qui lui a ouvert les portes, on va dire, des médias sérieux. Sauf que, encore une fois, moi, je trouve que le scénario réel, ce qui se passe réellement autour de Kadode et Oran, les deux héroïnes, et de tous leurs potes, en gros, on va suivre toute leur bande d'amis, et il y a une intrigue beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air au début, avec toute une histoire de voyage dans le temps, de réalité parallèle, de choses comme ça. J'ai l'impression qu'Inyo Asano, encore une fois, faudrait l'interroger lui, n'avait pas trop prévu son scénario à l'avance. Il avance un peu à vue d'un tome à l'autre, ce qui fait qu'il y a un vrai problème de rythme dans la série, avec une première partie de la série, mais une première partie c'est déjà beaucoup, on parle de 6-7 mangas, où il se passe pas grand chose, on sait pas trop, on sait pas trop dans quelle direction il va, lui-même donne l'impression de pas trop le savoir, euh, et même la deuxième partie finalement, ça avance un peu plus, mais on sait pas, les personnages ont l'air très impuissants par rapport à l'intrigue qui se déroule. On ne sait pas trop à quoi ils servent, elles servent, parce que c'est quasiment que des filles. Euh, elles sont, on les suit dans leur vie quotidienne, mais en même temps, leur vie quotidienne croise, fait même plus que croiser, genre est vraiment liée à l'intrigue autour de l'OVNI, pour des raisons que je ne vais pas expliquer, je ne vais pas tout spoiler non plus, mais y a vraiment des choses qui les relient, c'est pas juste des filles lambda, si vous voulez. Et pourtant, en fait, le scénario mène nulle part. Le dernier tome est très explicite là-dessus, dans le sens où vraiment la conclusion est très particulière. Je dis pas qu'elle est pas satisfaisante, mais c'est vraiment pas ce que vous attendez. Elle est très bizarre la conclusion, et il y a un petit côté un peu qui annule tout le récit. Enfin, c'est un peu complexe la conclusion de trouver. Moi-même, je sais pas trop ce que j'en pense. J'ai plutôt bien aimé ma lecture du dernier tome, et en même temps, je me dis que je pense que c'est pas une très bonne conclusion à la série en fait. Donc tout ça me fait me dire que la série en elle-même pour ce qu'elle contient est pas vraiment réussie. Il y a des choses réussies, notamment la dépiction de la vie quotidienne de ces filles, de cette petite bande d'amis de lycéennes, collégiennes, je crois qu'elles sont fin collège, début lycée, euh, qui est vraiment bien faite. On s'attache à la petite bande pour le coup. Elles sont vraiment chouettes. On a envie de voir leur vie quotidienne. Cet aspect-là est vraiment chouette. Par contre, tout ce qui est l'intrigue globale, l'intrigue science-fictionnesque, c'est beaucoup plus dur de s'attacher parce que ça part dans tous les sens sans trop donner de réponse. On ne sait même pas si ça évolue. C'est juste ça rajoute des nouveaux éléments en permanence sans régler les précédents, si vous voulez. Donc, et ça prend quand même de la place dans le manga. C'est pas secondaire. L'intrigue SF est vraiment importante dans 4D. Et cette intrigue-là, moi, je la trouve assez ratée. Par contre, le manga est vachement intéressant, beaucoup plus finalement, je trouve, mis dans le contexte de la carrière d'Inyo Asano. C'est-à-dire que c'est un manga où je pense qu'il amorce avec 4D un changement de sa manière de faire. Jusqu'ici, dans Bonne Pun et dans tous ses autres mangas, il avait notamment un dessin qui se voulait plutôt réaliste. Alors, sauf Pun en lui-même, le personnage qui lui est volontairement pas réaliste, mais c'est-à-dire les autres personnages humains avaient des traits, des proportions, des expressions faciales qui se voulaient réalistes. C'est pas photoréaliste, hein, évidemment. Je suis pas en train de dire, là, si quand vous voyez les dessins d'Inyo Asano, vous vous dites pas, c'est une photo, c'est un dessin, j'arrive pas à savoir. Non, vous savez que c'est un dessin. Mais c'était pas trop cartoon, si vous voulez. Là où dans 4D, il va sur un trait et sur un design des personnages beaucoup plus cartoon. Vous voyez ce genre de nez, ce genre d'expression très bizarre, cette couverture est très étrange, la deuxième. Y a des persos qui ont vraiment des têtes étranges dans 4D, volontairement, hein, quand je dis... Vous voyez, des personnages comme ça, ou même lui, qui ont des physiques pas tout à fait humains. Lui, par exemple, vous voyez, avec son énorme nez, ses dents de lapin, son menton carré, tout ça, c'est pas le trait habituel d'Asano. Elle, peut-être très étrange aussi. Donc, il expérimente en termes de dessin. Il expérimente aussi en termes de point de vue, parce qu'en fait, Inyo Asano, c'était un auteur qui jusqu'ici s'était quand même plutôt intéressé à des personnages masculins,
et il le faisait très bien. Et même il parlait de la masculinité d'une certaine façon, que ce soit dans Punpun ou dans d'autres mangas, dans Errance par exemple, un one shot que je vous recommande, qui est assez dark, mais comme beaucoup d'Inyo Asano de toute façon. Euh, mais ouais, il a beaucoup parlé de la masculinité, de ce que ça veut dire être un homme, et il en parlait très bien, je trouvais. Là, il parle de ce que c'est que d'être une fille, une adolescente, et il en parle assez bien aussi, de manière surprenante. Je trouve qu'il a une manière de représenter les adolescentes de manière très multiple. Les personnages sont toutes très dissemblables. Il y a un personnage transsexuel aussi, transgenre, qui est très bien, qui est vraiment attachant. Je ne vais pas vous dire qui c'est, vous découvrirez. Euh, il fait vraiment bien, c'est surprenant aussi cette évolution-là, de sentir qu'il a eu envie d'un propos peut-être plus féminin dans ce manga-là. Tout ça est assez chouette. C'est assez chouette aussi, comme je disais, la psychologie des personnages. Je trouve qu'il a vachement. Il a réussi à rendre assez crédible. Alors, c'est dur de savoir à quel point c'est vraiment crédible, mais assez crédible la psyché d'adolescentes qui ont grandi dans un monde promis à l'apocalypse. Et donc, ont un côté un peu à vivre au jour le jour, un peu à s'en foutre complètement des projets d'avenir, sans complètement pouvoir les oublier non plus, mais dans une espèce d'entre-deux où elles s'attachent pas à grand-chose, où elles ont un côté nihiliste. Il y en a une des deux, elle, qui est même très très nihiliste, qui a un côté presque qui appelle l'apocalypse de ses voeux, tout en étant blagueuse. Enfin, il y a un truc, ça c'est le design des extraterrestres, c'est des espèces de petits astronautes avec un gros casque. Et, ouais, tout ça est vraiment bien fait. Il y a des dessins vraiment impressionnants. La mise en scène et l'invention graphique d'Inyo Asano est vraiment très forte dans 4D. Il y a plein de choses. Je vous parlais de l'expérimentation avec les photos. Il y a des choses dont je vous garde la surprise, qui sont vraiment chouettes à ce niveau-là, en termes de, justement, vis-à-vis des extraterrestres. Je vais pas en dire plus, mais il y a un jeu avec des photos. Vraiment, comme je disais, l'OVNI est vachement bien designé, je trouve. Même si c'est très classique, c'est vraiment la soucoupe volante de base, mais je trouve que le design fonctionne vachement. Et il y a plein de pages impressionnantes. Il joue beaucoup avec les titres aussi. Et il y a une mise en scène, oui, j'oubliais cet aspect-là. Il y a une mise en scène de BD dans la BD. Les deux héroïnes, Oran et Kadode, sont fans d'une BD qui s'appelle Isobeyan, qui est une espèce de BD à la con qui rappelle beaucoup Doraemon. Des BD gag manga avec une espèce de personnage de champignon qui ressemble beaucoup à une bite géante. Et qui fait des espèces de gags qui est accompagné d'une fille gaffeuse qui fait toujours n'importe quoi, et qui ouvre tous les mangas de 4D. Et il y a toujours une transition où on voit un personnage être en train de lire ce manga. Et en général, ça va annoncer un truc thématique qui va se retrouver dans ce volume-là de 4D. C'est assez intéressant. Ça rappelle un petit peu ce que fait Naoki Urasawa, par exemple, avec Billy Bat. Même si c'est à moins grande échelle. Hein. Billy Bat, c'est vraiment au centre de l'intrigue. Là, c'est pas au centre de l'intrigue, c'est plus une espèce de mise en abîme. Donc tout ça fait de 4D un manga vraiment intéressant, mais qui est plus intéressant à mon sens pour les fans d'Inyo Asano que pour comme je vous disais, les extraterrestres se font tuer. Il y a une milice d'humains anti-extraterrestres qui les exterminent alors qu'ils ne représentent pas vraiment une menace en eux-mêmes. L'OVNI représente une menace, mais les extraterrestres pas vraiment. Et le récit s'amuse d'ailleurs, à les rendre assez attachants. Ils ont un design mignon, on les voit entre eux être plutôt sympas, et donc les scènes où ils se font massacrer sont assez violentes. Et oui, non, je disais, c'est un manga très intéressant pour les fans d'Asano à replacer dans sa carrière. Je trouve que ça marque une évolution, une expérimentation qui est nouvelle par rapport à ses autres mangas. Mais en termes de pur manga, moi je trouve qu'il manque des choses, notamment un scénario. Il manque un scénario plus fort. En fait, le scénario a tellement d'errance, pour faire référence à un autre manga d'Asano, mais a tellement d'errance et ne sait à ce point pas trop ce qu'il raconte, qu'en fait on s'emmerde un peu. C'est ça le gros problème. On passe une bonne partie du manga et quand même il fait 12 tomes, donc c'est pas un one shot. On passe une bonne partie du manga à pas trop savoir si on est intéressé par ce qu'on lit. En tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur moi. J'étais intéressé de voir où ça allait, mais en tant que divertissement au temps présent, pendant ma lecture, franchement, je m'amusais pas plus que ça la plupart du temps. Je lisais un peu en attendant la suite, en espérant la suite.
sans trop savoir si vraiment ça allait quelque part. Et comme je vous dis, la fin, elle est particulière. Je peux pas dire qu'elle est décevante, j'ai encore du mal à savoir ce que j'en pense. Voilà. Donc c'est un manga vraiment à part dans la carrière d'Asano, qui annonce peut-être, faudra voir ce qu'il va faire maintenant, parce que maintenant que c'est terminé, il va passer à autre chose. Est-ce qu'il y aura une grosse influence de 4D sur ses futures œuvres? Est-ce qu'il va revenir à ses œuvres précédentes? Parce que là, il y a aussi une nouveauté où, alors c'est évidemment sombre comme manga, ça parle d'apocalypse, de fin du monde, il y a plein d'aspects très sombres, mais que ce soit le design des personnages, les discussions, l'aspect vie quotidienne d'une bande d'adolescentes un peu rigolote, il y a un côté, je peux pas dire léger, mais il y a un peu plus d'humour que dans ces autres mangas. Ces autres mangas, les mangas d'Inu Asano, c'est quand même pas très rigolo en général. On va pas se mentir, que ce soit Bunny Pun Pun ou les autres, on rigole assez peu dans les mangas d'Inu Asano. Dans 4D, on rigole un petit peu. Alors, c'est pas un manga comique non plus, mais il y a un peu de ça. Il y a un petit peu plus d'humour, en proportion tout à fait modeste quand même, mais il y en a un petit peu. Il y a un petit peu de moments détendus, de choses comme ça. Donc tout ça, est-ce que ça annonce une évolution pour son style? On verra dans les prochaines œuvres. Mais je pense que c'est une œuvre transitoire, qui est pas parfaite, loin de là, mais qui est plus un laboratoire pour lui. Donc je pense qu'en fait, 4D va être surtout intéressant pour les prochaines œuvres d'Asano. En tant que tel, si vous n'aimez pas beaucoup Asano, ou si vous voulez découvrir cet auteur, je vous conseille pas de commencer par 4D. Je vous conseille de commencer par autre chose, par Bunny Pun Pun par exemple, ou par Solanine, des choses comme ça. 4D c'est particulier, même si encore une fois c'est l'œuvre qui a séduit les grands médias, mais je sais pourquoi. On en revient aux propos politiques peut-être qu'il y aurait dans 4D, même si, comme je vous dis, moi je suis très mitigé sur cette histoire de propos politiques. Et d'ailleurs, quand je dis je suis mitigé, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je suis pas sûr qu'il y soit tant que ça, ce propos-là. Pour moi, c'est plus une histoire de science-fiction qui est pas forcément une métaphore de grand-chose. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vais terminer la vidéo là-dessus, à un livre que j'aime beaucoup, qui est là dans son ancienne édition, qui s'appelle La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, qui est un livre un peu culte pour ceux qui le connaissent. Alors ça, c'est l'ancienne édition qui est devenue introuvable, mais il a été réédité récemment par Monsieur Toussaint Louverture, c'est le nom de la maison d'édition, qui est un livre, comme vous le voyez, je vais tourner quelques pages, très expérimental, notamment dans sa mise en page. Ça part dans tous les sens, il y a plein de passages très étranges. Il y a des passages en morse, des passages comme ça, ça part vraiment dans tous les sens. Ça raconte une histoire d'horreur, on va dire, fantastique. C'est vraiment un chouette livre, c'est très très bien. C'est beaucoup plus facile à lire que ça n'y paraît. Et il y a un truc dedans qui m'avait marqué, c'est une fausse citation de Stephen King, mais qui est une citation que Stephen King aurait pu dire en vrai. Je suis très fan de Stephen King, et ça ressemble beaucoup à sa manière de penser. C'est une citation soi-disant sur Moby Dick, où Stephen King dit oui, bon d'accord, Moby Dick, c'est souvent compris comme une métaphore de la quête de Dieu, tout ça, machin, blablabla. Je veux bien, je suis d'accord, mais faudrait pas oublier que Moby Dick, c'est aussi un roman sur un pêcheur qui chasse une baleine. Et en fait, c'est une manière de dire, à force de chercher des messages, des métaphores dans les œuvres d'art, métaphores qui peuvent être réelles, qui peuvent être une grille de lecture valable, mais on peut en oublier aussi la nature de quasiment toutes les œuvres d'art, qui sont avant tout peut-être, ou en tout cas aussi, également, d'être... je sais pas si c'est là, parce que là je vois Stephen King, mais est-ce que c'est dans ce coin la métaphore? Je ne suis pas sûr. Tac, tac, tac. Ah voilà, j'ai trouvé. Je suis tombé dessus vraiment par hasard, sur un livre qui fait 700 pages, je crois. Symbole par-ci, symbole par-là. Bien sûr, ils sont importants, mais prenez la baleine du capitaine Ahab. Voilà un grand symbole. Certains disent qu'elle symbolise Dieu, le sens, le but. D'autres qu'il s'agit de l'absence de but et du vide. Mais ce que nous oublions parfois, c'est que la baleine d'Ahab était aussi une simple baleine. Voilà, c'est exactement ça. Et peut-être qu'il ne faut pas oublier aussi que Dead Dead Demon Destruction, c'est certes une métaphore du Japon post-Fukushima, une métaphore des fake news aussi, une métaphore du conspirationnisme, une métaphore de la paranoïa, une métaphore de la crise climatique, une métaphore de tout ça, mais il ne faut pas oublier peut-être que c'est aussi un récit de science-fiction sur un ovni et sur des gamines qui rencontrent des extraterrestres. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à en discuter en commentaire, je sais que c'est une œuvre
C'est une œuvre et un auteur, Inyo Asano, qui est beaucoup suivi, qui est suivi par beaucoup d'entre vous. Donc moi c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc ça me ferait plaisir d'en parler avec vous. Je suis curieux de savoir si vous avez aimé 4D. Moi je reste, c'est en vrai, je crois que c'est le manga d'Asano que j'ai le moins aimé. Je l'ai quand même trouvé intéressant, mais j'ai beaucoup de reproches à lui faire, ce qui est quand même pas le cas des autres mangas d'Asano. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'un avis contraire ou du même avis. Je vous dis à la semaine prochaine pour ce manga. Alors les autres volumes sont dans mon sac, mais cette petite tuerie qui s'appelle Colorless, qui est pas assez connue à mon goût. On parle de ça dans quelques jours. Je vous dis à bientôt et bonne grève pour ceux qui la font. Ciao!